Allez. Bonjour à tous, nous sommes avec Emmanuel Lépine, secrétaire de la CGT, de la Fédération nationale des industries chimiques, et Olivier Matteux, secrétaire de l'Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, nous sommes à la veille du 9 janvier, une mobilisation qui s'annonce très très importante dans le cadre de la mobilisation contre les retraites, la réforme de Macron. Comment peut-on expliquer aujourd'hui ce mouvement qui est né depuis le 5 décembre et qui a continué à perdurer malgré les vacances, malgré Noël, etc. Et qu'on se retrouve aujourd'hui avec une date le 9 janvier qui s'annonce importante. Bah, le 5 décembre, dès octobre, a été annoncé comme une date de mobilisation, hein. Je pense que la réponse qu'elle a eue auprès des travailleurs, elle est à la mesure de l'attente qu'il y avait. Une attente qui correspond d'abord à un très fort sentiment, à mon sens, contre la réforme des retraites, dans tout ce qu'elle comporte en injustice et surtout en baratin, parce qu'on a voulu faire passer l'idée que c'était un système universel, donc plus juste, alors qu'en fait il y a plusieurs manières de mettre en place de l'universalité, hein, par le haut ou par le bas. Là c'est un système par le bas, où tout le monde est perdant, donc ça c'est quelque chose d'universel, et puis aussi qui correspond en quelque sorte à une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que depuis des années, depuis des mois, on subit une politique qui est systématiquement antisociale. Donc déjà, ça, pour moi, c'est la raison pour laquelle ça a démarré très fort. Et du coup, la raison pour laquelle ça perdure, eh bien finalement, elle est à rechercher, à mon sens, dans les mêmes phénomènes. C'est-à-dire que, eh bien, il y a besoin d'exprimer un ras-le-bol, bien sûr une résolution, une détermination contre la réforme des retraites, c'est assez général, mais aussi un ras-le-bol assez général, je pourrais en reparler après, sur l'ensemble de la politique qui est menée au nom du patronat par le gouvernement. Donc voilà un peu, moi mon sentiment, c'est quelque chose de général. Non, mais on est évidemment d'accord sur l'analyse. Je pense que le niveau de mobilisation atteint depuis le 5 et qui est encore aujourd'hui, je pense, dans une phase d'amplification, s'explique par, je pense, la prise de conscience qui s'est opérée dans le pays depuis un moment. Et tout ça, c'est le résultat de l'ensemble des mouvements sociaux et populaires qui se mènent dans le pays depuis de nombreux mois, voire plus d'un an. Et on a coutume de dire qu'à l'attaque globale, il faut une riposte globale du monde du travail. Je pense que c'est ce qui est en train de s'exprimer, mais il y a tellement de raisons. Il y a tellement de raisons d'être en colère et mobilisé. Enfin, je veux dire, ce gouvernement, dans le prolongement du gouvernement, des gouvernements Hollande, sous injonction, impulsion, complicité de l'Union européenne et de toutes les instances réactionnaires qui peuvent se trouver, que ce soit en Europe ou dans le monde, hein, puisqu'on continue à nous faire payer la crise de 2008, en réalité, puisqu'il s'agit d'un alignement par le bas de tous les droits sociaux, de tous les mécanismes de solidarité qui sont remis en cause. Et le gouvernement sait bien, et le patronat avec lui, qui joue une partie qui va au-delà de la question des retraites. Il s'agit effectivement d'un basculement vers un modèle de société où l'argent primera à tout prix et la place des individus et de chaque individu dans le collectif sera ramenée à la portion la plus petite possible, avec l'idée que dès lors qu'on est plein de capacité de produire, de les enrichir, ben, il faut disparaître et renoncer tout simplement au droit de vivre. Mais je pense qu'il voilà, y a une vraie prise de conscience et ça explique à la fois la teneur des revendications, la détermination qui n'a pas lâché sur cette réforme et la durée du mouvement. Mais on ne peut pas encore aujourd'hui vraiment parler de durée du mouvement, puisque ce mouvement est encore une fois, on se le dit, en phase d'élargissement. Il y a des professions entières qui s'engagent dans la grève reconductible sous différentes formes. Et c'est bien là le problème du gouvernement qui stigmatise
depuis un bon moment, et les cheminots et nos camarades de la RATP, mais c'est bien qu'il y ait un problème bien plus large que ça. On évoquera certainement la situation dans les raffineries, mais dans les ports, dans l'éducation, dans les services publics. Il sait très bien qu'il y a un problème plus large que la retraite et qu'avec quelques professions simplement. Et là, aujourd'hui, effectivement, c'est ça, après 30 jours de grève où des secteurs entiers, des points économiques en France sont en grève, des travailleurs qui commencent à se mobiliser, ils se mobilisent vraiment à travers ce qui est intéressant avec ce mouvement. Comment arriver à ancrer, élargir ce mouvement de grève et de mobilisation pour aller à la victoire sur la réforme de retraite et bien au-delà? D'abord, je pense que ce qui permet d'ancrer déjà les professions ou les travailleurs qui sont en grève reconductible depuis le 5 décembre. Il y en a quand même, on en entend parler, effectivement, il y a en pointe les cheminots, les traminots, les travailleurs de l'énergie, les travailleurs du raffinage. Alors bien sûr, je ne vais pas faire des bons points, des mauvais points, j'en oublie sûrement, hein, parce qu'il y a beaucoup aussi d'entreprises qui sont en grève reconductible, des travailleurs qui ont choisi la grève reconductible. D'abord, c'est pas facile, parce qu'il y a une pression énorme, il y a une répression syndicale, il y a une répression policière dans les manifestations. Donc je pense que déjà, il faut saluer leur courage. Il faut aussi les aider. Quand on ne peut pas se mettre en grève, par exemple, quand on est typiquement en retraite, il faut aussi penser que, par exemple, pour les cheminots, le mois de décembre, c'est un mois à 0 €, et du coup, la paye de mois de janvier, il va y avoir un problème, et il faut aussi les aider. Mais la détermination et l'ancrage, l'élargissement, je pense qu'il provient du fait qu'on ait une revendication, et cette revendication, elle est interprofessionnelle. C'est-à-dire qu'à aucun moment, jusqu'à présent, et il faut que ça continue comme ça, les travailleurs en grève n'ont cédé à des sirènes qui pourraient, par exemple, alors l'exemple le plus typique, c'est celui de l'Opéra de Paris, qui ont refusé la clause grand-père. Finalement, c'est le symbole. C'est-à-dire qu'on est bien sur une revendication interprofessionnelle d'une autre réforme des retraites. C'est-à-dire le préalable, c'est pas de réforme telle qu'elle est présentée, et ensuite, bien sûr, on a des propositions, des revendications à émettre là-dessus. Donc l'ancrage, il doit maintenant se produire, parce que, et je termine sur cette question précise, les professions qui sont en pointe, en quelque sorte, pour lesquelles, pour certains, et c'est le 34e jour de grève aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'abord de solidarité financière, ils ont d'abord besoin d'engagement dans la lutte. Donc aujourd'hui, moi je pense que dans chaque entreprise, dans chaque service, les travailleurs doivent se demander qu'est-ce que moi je peux faire. C'est un moment historique, puisque c'est une grève qui est la plus longue quasiment depuis ces dernières décennies, contre une réforme. Qu'est-ce que moi je peux faire pour véritablement soutenir par mon engagement ce qui se passe actuellement dans le pays? Est-ce que je subis ou est-ce que j'agis? C'est le moment de se poser la question, parce qu'il y a urgence, en quelque sorte, de rebondir et puis de continuer de se battre sur ce sujet. Évidemment, là aussi, je partage l'analyse de Manu, et je pense qu'il faut aussi que chaque travailleur, chaque travailleuse dans le pays, nos militants, nos militantes, aient bien en tête qu'on peut gagner. Et depuis très longtemps, parce qu'on a abordé ce conflit de manière interprofessionnelle, avec une revendication portée par l'ensemble des organisations de la CGT, mais d'autres, on s'est mis en situation plus que favorable. Et ça, il faut qu'on l'ait en tête. Il ne s'agit pas de pratiquer la méthode Coué, c'est très difficile, évidemment. La grève, c'est des sacrifices. Donc effectivement, bien plus que de solidarité financière, on a besoin aujourd'hui que de plus en plus de travailleurs et de travailleuses s'engagent dans la grève sous toutes les formes possibles. Il ne s'agit pas d'exiger des uns des autres du 24 heures tous les jours, mais que chacun réfléchisse à comment il peut gripper la machine là où il se trouve. Et je pense qu'un des points fondamentaux, c'est de ne pas lâcher sur les contenus.
Quand je dis on peut gagner, c'est parce qu'on est arrivé, qu'on le veuille ou non, à mettre en difficulté le gouvernement sur sa propre argumentation. Et on voit bien les petits jeux avec la CFDT qui fait de l'âge pivot un problème essentiel, alors qu'on sait bien que l'état actuel du monde du travail et les dispositions qui seraient mises à l'œuvre au travers de la réforme, si elle était imposée, tout ça fera que de toute façon plus personne ne partira à 64 ans avec une carrière à taux plein et une retraite digne de son nom. Donc tout ça il faut le balayer, ce sont leurs pseudo-discussions, concertations, tout ça c'est de la poudre aux yeux. Il y a une revendication, c'est le retrait de la réforme. On l'a évoqué tout à l'heure, si les travailleurs veulent bien s'en donner les moyens, on peut imposer des discussions autour de solutions porteuses de progrès social, parce que dans ce pays, il y a énormément d'argent, et de l'argent qui est produit par le travail. C'est donc de l'argent qui doit revenir au monde du travail. Et tout ça, ça participe de l'élévation, de l'élargissement, de l'ancrage, mais ça rend de plus en plus possible une victoire nette, c'est-à-dire le retrait de cette réforme et l'ouverture de négociations, et non pas de concertation, sur l'utilisation des richesses qui sont créées par le travail au service de l'intérêt général. Il faut qu'on les tous en tête, ça, parce que c'est essentiel pour aller jusqu'à la gagne. Il n'y a pas de raison, et c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas gagné ensemble, mais ça fait aussi très très longtemps qu'on n'a pas lutté tous ensemble de la manière dont on arrive à le faire aujourd'hui. Et ça, qu'on le veuille ou non, on a quelque chose entre les mains qu'on ne doit pas gâcher, parce que, y compris, ça va bien au-delà du mouvement syndical. On voit bien la permanence du mouvement des Gilets jaunes, avec là aussi, comme dans tout mouvement, des hauts, des bas, mais en tout cas une conviction inébranlable, et qu'on se le dise aussi très, très franchement, une clarification sur les contenus portés, qui font qu'aujourd'hui, l'immense majorité de ceux qui se battent sont très clairement sur une remise en cause du système, des politiques réactionnaires ultra-capitalistes, ce qui fait que les conditions de convergence très large et de convergence d'action sont réunies. Donc on peut gagner, il faut tenir là-dessus. Dernière question avant de finir cet entretien. Aujourd'hui, le président Macron et sa majorité parlementaire, y compris des institutions comme l'Union européenne et tout, font des politiques qui sont vraiment du point de vue des intérêts des travailleurs et tout, que ce soit la réforme des retraites ou d'autres réformes avant sous de différents présidents Hollande et Sarkozy. Aujourd'hui, c'est vraiment un projet de société qui est en contradiction totale avec ce que les jeunes, les privés d'emploi, les retraités, les travailleurs, parce que c'est eux qui produisent les richesses. Et comme tu dis, Olivier, cette richesse ne va pas vers le monde du travail. Aujourd'hui, quelle est la réponse syndicale que peut apporter face à cette situation du projet de société? Ouais, alors, ça, c'est une bonne question, parce que je mets ça en relation avec des centaines de témoignages de solidarité, de syndicats, de travailleurs du monde entier qui nous parviennent à la CGT, à la fédération, à l'union départementale. Je suis sûr que c'est la même chose. Beaucoup de la FSM d'ailleurs, la Fédération syndicale mondiale. On n'en a pas reçu de la CSI, peut-être qu'on n'a pas tout dépouillé notre courrier, bon, c'est un peu une boutade. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de témoignages? C'est parce que cette lutte, elle est regardée par le monde entier. Elle est regardée, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Elle est regardée par le capital, par les tenants du capital, parce qu'il y a un enjeu extrêmement important. Et elle est aussi regardée par la classe des travailleurs, leurs représentants, parce que aussi il y a un enjeu important. On est l'exemple, moi je le dis tranquillement, sans fausse modestie, que dans un grand pays capitaliste comme la France, eh bien on peut lutter, on peut avoir une organisation et des travailleurs qui peuvent lutter sur une grande réforme sociétale et au final sur une alternative à un projet de société. Parce qu'au final, effectivement, je suis d'accord que la question, elle s'élargit. Les questions de réforme de retraite, la même a été proposée ou tentée d'être imposée
en Belgique il y a 1 an et demi. Elle a été repoussée au bout de quelques jours. Là, on a un capital qui est arc-bouté sur ce projet. Pourquoi ? Parce que il est l'un des rouages, l'une des phases d'un projet de société complet qui, en même temps, précarise les chômeurs dans leur recherche d'emploi, et puis donc les met en accusation en quelque sorte, qui pèse sur les salaires. La question du chômage n'est pas résolue. La protection sociale en général doit ne pas peser sur, entre guillemets, une compétitivité. Toutes ces phases-là, eh bien, sont imposées, notamment dans les pays d'Europe, par l'Union européenne. Donc il y a effectivement une vraie question à se poser. Dans quelle société on veut vivre ? Est-ce qu'on veut vivre dans une société où on laisse crever dans leur coin les précaires, les jeunes qui sont en galère pour poursuivre des études, les retraités pour donc leur deuxième partie de vie qui est la retraite ? Est-ce qu'on est dans cette situation-là ? Est-ce qu'on veut cette société-là ? Ou alors est-ce qu'on veut une société qui soit humaine, etc. Donc on est bien dans des questions de projet de société. On le voit bien d'ailleurs dans les revendications. Tout à l'heure, tu parlais des gilets jaunes. Oui, il y a une vraie galère aujourd'hui à vivre en France, alors que la France, c'est un paradis fiscal pour les riches. C'est la galère pour tous les autres. Donc il y a cette situation. Et la puissante mobilisation qui s'effectue aujourd'hui en France, eh bien, elle doit encore s'élargir. On doit bloquer l'économie. On doit effectivement, on ne peut plus attendre. Aujourd'hui, les raffineries sont à l'arrêt. Il n'y a plus de trains. Les ports, il n'y a plus d'entrée dans les ports. Les camarades de l'énergie, eh bien, ils remettent en énergie. Il y a 1 million de foyers qui a été passé en heure creuse, etc. Et donc, il y a véritablement un mouvement. Donc, dans les secteurs où c'est moins facile de mettre en grève, eh bien, moi, je pense qu'il faut prendre conscience et aussi prendre confiance. Là, c'est le moment, en ce moment, de se bouger. Et donc, il faut maintenant passer la vitesse supérieure. C'est extrêmement important. On est clairement dans un moment où tout ce qui entrave le profit doit disparaître. Et on aurait tort de dissocier ce qui nous arrive là aujourd'hui avec la réforme des retraites de ce qu'on a vécu ces dernières années en termes d'attaque contre tout ce qui fait le droit individuel et collectif, tout ce qui fait solidarité entre les générations, entre les travailleurs. Ce serait une erreur dans la mesure où ça laisserait penser que les travailleurs de ce pays, les populations de ce pays emporteraient une part de responsabilité. Ils ont fait quasiment la même chose aux Grecs, aux Espagnols, aux Italiens. Baisse de pension, aux Grecs ils leur ont coupé la pension en deux, aux Espagnols je crois que c'était 25 ou 30% de moins, ils ont baissé le SMIC. En gros, ils ont besoin de tout déréguler, tout déréglementer pour pouvoir exploiter dans les meilleures conditions, bien entendu, pour la caste des privilégiés. Face à ça, on ne peut pas rester que dans la dénonciation, il nous faut être porteur de propositions, mais ces propositions elles doivent être adossées à du rapport de force. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier proposition et action. Il y a besoin d'élargir les grèves partout, c'est clair, de gagner des grévistes partout, mais on a aussi besoin de donner à voir pour qu'il y en ait de plus en plus qui s'engagent dans le combat, que d'autres solutions sont possibles. Il y a besoin dans ce pays, non pas d'une politique industrielle, il y a besoin d'une autre politique industrielle. Il y a une politique industrielle qui est dictée par la finance internationale, par l'Union européenne, accompagnée en cela, on va se le dire, par la Confédération européenne des syndicats, qui participe activement, et elle vient d'en faire la démonstration. Elle participe à ce plan de casse à l'échelle de l'Europe. Elle a sorti, alors pour le coup, tu parlais tout à l'heure des messages de solidarité, mais celui-là, ça ne serait bien passé. Elle a fait part de sa solidarité avec les manifestants et les grévistes du 17 décembre, en oubliant certainement que depuis le 5 décembre, des centaines de milliers de travailleurs sont mobilisés contre une réforme dont l'immense majorité ne veut pas. Sauf que c'est compliqué pour elle, puisqu'elle est en réalité, comme son président, qui est aussi secrétaire général de la CFDT, pour le basculement de notre régime de retraite solidaire, intergénérationnel, à prestations garanties, vers un système à points qui conduira à la capitalisation. Et en réalité,
qui vise à préparer les mentalités à la casse intégrale de la sécurité sociale, c'est-à-dire un des piliers fondamentaux de notre modèle social. Donc on a des propositions surtout, encore une fois, quand je dis qu'il faut une autre politique industrielle, c'est une politique industrielle qui préserve à la fois nos outils de travail, mais qui nous permet d'en créer d'autres, pour inverser le processus qui est en marche depuis plus de 10 ans maintenant de casse des emplois industriels. Quand on sait qu'un emploi industriel, c'est 7 emplois induits, c'est des savoir-faire, hein, c'est des statuts, des garanties. Il y a moyen de produire en respectant à la fois des normes de très haute exigence en termes d'environnement, de conditions sociales, d'apport de l'outil de travail au système, à l'intérêt général. On a des propositions, mais pour ça il s'agit de changer clairement de visée politique. Quand on a des politiques au service exclusif des actionnaires, on ne peut pas à la fois répondre aux intérêts des actionnaires et à l'intérêt général. C'est ce choix-là, on est à ce moment-là où on nous propose un basculement vers une société où les seuls intérêts qui seront pris en compte, c'est ceux de la finance et des ultra-riches. En opposition à ça, on a nos fondamentaux, mais il ne s'agit pas de fondamentaux pour avoir uniquement des références historiques. Hein. C'est des fondamentaux qui ont fait leur preuve en termes de satisfaction des besoins, en termes d'apport global au pays. Donc voilà ce que nous défendons, non seulement ce qu'il y a de bon encore dans notre système actuel, et les possibilités de l'améliorer. On a tout ça dans les mains, avec encore une fois la possibilité de gagner. Voilà, il faut déjouer les trahisons, il faut regonfler ceux qui ont parfois un petit coup de mou, et puis on va se le dire très, très clairement, ceux qui portent le renoncement, il faut les mettre à l'écart. Aujourd'hui, le gouvernement, le patronat, le camp de la finance a clairement défini les deux camps. Hein. On ne peut pas avoir un pied dans un, un pied dans l'autre. La CGT, en tout cas aujourd'hui, fait le choix d'être clairement porteuse de l'intérêt des travailleurs. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Il faut que tous ceux qui pourraient être sensibles aux sirènes des syndicats dits ouverts au dialogue, mais à quel dialogue? Encore une fois, tout ce qui pourrait être négocié dans le cadre de cette réforme, en réalité, c'est du trompe-l'œil. Et c'est juste fait pour affaiblir la mobilisation, diviser les travailleurs et au final les faire perdre. Donc voilà, on n'est pas dans ça, hein, très clairement. Oui, hein. Demain sera une journée de mobilisation très importante. D'ailleurs, tu as évoqué la journée de demain, mais on a un appel intersyndical national au 9, 10 et 11. Des professions ont appelé à des 96 heures, des 72 heures, d'autres s'apprêtent à le faire à nouveau pour la semaine prochaine. Des professions structurantes s'apprêtent à partir en grève reconductible après le 14 janvier. Donc voilà, on est loin d'avoir sifflé la fin de la partie, et il restera bientôt qu'un seul choix à ce gouvernement, c'est le retrait de sa réforme. À nous de lui imposer derrière les négociations sur l'ensemble des sujets qu'on a évoqués, mais encore une fois, moi j'insiste là-dessus, on a beaucoup plus à gagner qu'à perdre en rentrant dans la bataille, et je ne vais pas terminer par ça, mais nous aurons ce que nous prendrons, très clairement. C'est clair. La bataille est ouverte. Et continue. Un dernier mot pour conclure? On va les ruiner. Oui, moi je suis assez confiant sur notre capacité, non seulement à résister, mais également à conquérir. Là on est dans un de ces moments historiques en quelque sorte, où les gens, les travailleurs, les citoyens, ils sont en train de rappeler à une certaine élite, une certaine petite clique, que c'est le peuple qui crée les richesses, c'est aussi le peuple qui doit commander dans ce pays. Et là, on ne peut plus reculer. On ne reculera plus d'un seul mètre. Ce gouvernement qui est qui agit au nom du patronat, il est allé trop loin. Et maintenant, il faut dire stop, de manière à repartir dans l'autre sens. Voilà ce que j'ai à dire. On en a les capacités.
Encore une fois, hein, zéro raison de douter. On a tout dans les mains. On a tout dans les mains. Et on va gagner. Parfait. Tac, tu te claques. Je ne veux pas te